Je suis d'accord avec ce que vient de dire Louis sur la finance peut pas tout. Pour autant, elle peut quelque chose, puis c'est le thème de notre panel, puis c'est mon job d'en parler, donc je vais faire mon boulot. Commencer par constater quelque chose qui est que la finance a fait un chemin énorme, et je pèse les mots, énorme dans le sens de prendre en compte la durabilité du monde. Pour faire partie de la communauté large, hein, il y en a beaucoup dans cette salle et il y en a énormément ailleurs, des gens qui ont beaucoup travaillé sur ces thèmes-là depuis pas mal d'années déjà. Vous parliez à un financier, pardon aux financiers, mais j'en étais à l'époque, hein, il y a 10 ans de finances durables, on vous disait mais de quoi tu me parles? Je veux dire, ça c'est un truc pour militants écolos, marginaux, qui pensent que le monde devrait être parfait. Moi je fais de la finance, c'est un sujet sérieux. Aujourd'hui, il n'y a plus un financier au monde, ou vraiment tellement peu, qui ose vous dire ça, et tout le monde dit je veux faire de la finance durable. On a dans ce panel l'une des plus grandes banques du monde et le premier asset manager d'Europe. Bon, c'est à l'agenda. Très franchement, c'est extrêmement positif. Et je ne dis pas ça par politesse, c'est extrêmement positif parce que, et là je parle en tant qu'analyste et puis responsable d'ONG, si vous voulez faire bouger les lignes, il faut déjà faire reconnaître l'importance d'une thématique. Tant qu'il n'y a pas une reconnaissance de l'importance d'une thématique, on n'a aucune chance de faire quoi que ce soit. Puis après ça, une fois qu'on est au stade, et je pense qu'en finance dite durable, on est quelque part entre là et puis un tout petit peu après, j'y reviens dans une minute. Tant qu'on n'a pas atteint ce stade, on ne peut pas passer au stade de, au fait, est-ce qu'on a de l'impact sur le monde? Voilà. Donc on a fait un chemin énorme. Après ça, si on s'arrête là où on est aujourd'hui, de mon point de vue, je vais faire un petit peu bref, on n'aura pas eu beaucoup d'impact sur le monde grâce à la finance, même à la finance durable. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a rien fait, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas continuer, je ne suis pas en train de dire que les gens ne sont pas sincères en le faisant, je ne suis pas en train de dire que c'est simple, je suis en train de dire qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller beaucoup plus loin. Il y a aujourd'hui une suspicion que la finance durable, ça pourrait être une jolie histoire pour faire plaisir, mais qu'en fait, de facto, ça ne changerait pas grand-chose. Je propose qu'on réfléchisse un tout petit peu sur la pertinence ou la non-pertinence de cette assertion. Pourquoi est-ce qu'un financier aujourd'hui, je dis bien financier, hein, un asset manager et un banquier, c'est quand même pas le même métier. Donc derrière le vocable financier, je ne sais pas si on aura le temps, parce que là je suis parti pour un discours de 3 heures, de raffiner entre les deux. Non, je vous rassure, je vais être bref. Mais pourquoi est-ce qu'un financier peut vouloir faire de la finance durable aujourd'hui? Il y a 3 raisons. Première raison possible, c'est le marketing. Il y a une demande des clients, donc c'est un business. Hein. Quand on est, commerçant, bah, si le client veut quelque chose, on essaie de lui fournir ce qu'il veut. C'est une bonne raison, hein, c'est parfaitement légitime, vive le business. La deuxième raison, c'est une raison de gestion du risque. Ah tiens, si je suis investi sur des actifs qui ne sont pas durables, eh ben, si l'actif n'est pas durable, il est probable que ma rentabilité ne va pas être extraordinaire. Donc ça, c'est de la gestion de risque. Et puis la troisième raison possible, c'est allouer le capital à une économie durable. Peut-être au passage, et on voit la porte que j'ouvre, et là je vous promets que je ne m'engouffre pas dedans, arrêter de l'allouer à une économie pas durable. Bon. Donc, pour se demander si la finance a vraiment un impact, il faut déjà se demander, est-ce qu'elle fait du marketing? Ce qui n'est pas une critique de ma part, hein, c'est une analyse froide. Est-ce qu'elle fait du risk management ou est-ce qu'elle veut avoir un impact sur l'économie elle-même? Je pense qu'aujourd'hui, les financiers, en fait, je pense que c'est très difficile d'avoir le boulot de Catherine ou de Jean-Jacques. Pourquoi? Je suis le premier asset manager d'Europe. Je gère 1600 milliards d'euros. J'ai l'objectif, j'ai lu dans la presse, Jean-Jacques, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, de basculer toute ma gamme en investissement. Alors, les vocabulaires ne sont pas stabilisés, c'est pas grave, on ne rentre pas dans cette discussion, on n'a pas le temps. ESG, ISR, responsable, durable. Enfin, je veux basculer toute ma gamme dans cette direction. Encore une fois, on n'a pas le temps de rentrer dans la discussion très technique. Qu'est-ce que ça veut dire quand je gère 1600 milliards d'euros? C'est-à-dire que je suis fondamentalement investi un peu dans tout ce qui existe dans l'économie, d'accord, de basculer toute ma gamme, alors qu'on a encore entendu ce matin
que l'économie et donc les portefeuilles financiers, aujourd'hui, selon les estimations, ils sont alignés sur des réchauffements quelque part entre 3 et 6 degrés. Je suis pas plus malin que Jean-Jacques. J'ai sa position, je suis pas sûr que je sais faire, hein. Je dis juste que on a une vraie question à se poser et oser la poser. Et comme on a un deuxième round de questions, je vais garder du temps parce que là, il y a le rôle des superviseurs. Donc, Nathalie, je garde le droit de parler du rôle du superviseur sur cette question-là dans quelques minutes. Mais c'est une vraie question. Et si je suis Citibank, je finance l'extraction pétrolière. L'extraction pétrolière aujourd'hui, je dis bien l'extraction, la recherche exploration, pardonnez-moi. La recherche exploration pétrolière aujourd'hui dans le monde, c'est hors de grandeur 500 milliards de dollars investis tout le monde pour aller chercher plus d'hydrocarbures. D'accord ? On sait qu'on a un budget carbone de 10, 12, 15 ans, on va dire une douzaine d'années, avant d'atteindre le budget carbone de 400 milliards de tonnes de CO2. Quand on sait le temps nécessaire entre le moment où on commence à faire de la recherche exploration pétrolière et le moment où on produit, quand Citibank finance de la recherche exploration pétrolière aujourd'hui, elle finance l'accélération, même pas le statu quo, mais l'accélération des émissions de carbone. Donc il y a quand même une vraie question à se poser de est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Voilà. Donc on pourrait le dire au niveau des pays. La Chine aujourd'hui c'est le pays le plus vert du monde, si vous regardez les investissements énergie verte, et le plus pollueur du monde si vous regardez toutes ces émissions de charbon. Donc il y a le côté, voilà, on est tous, mais il faut oser raisonner aussi au niveau système et pas simplement de dire tiens il y a des bons des méchants qui est un débat qui nous emmènera nulle part, mais en même temps appeler un chat un chat. Tragédie des horizons. On en a parlé, la phrase est belle, le génie de Marc Carnet, ça a été de trouver une belle expression qui a été tant utilisée et c'est un vrai génie pour faire bouger les lignes. Le débat n'était pas nouveau quand il a pris cette expression. C'est à la fois la question du court, c'est trois choses. C'est le court-termisme des marchés financiers, c'est rebattu, je pars pas là-dedans. C'est la question de la liquidité sur les marchés financiers, et j'y viens dans une seconde. Et là, je vais pousser notre ami Jean-Jacques. Et la troisième chose, c'est la question du passager clandestin. On a un énorme problème de passager clandestin à gérer. Passager clandestin temporel, c'est la tragédie des horizons. En gros, aujourd'hui, ça va à peu près, pas pour tout le monde, mais ça va à peu près. Mais il y a un jour où ça va dégénérer, mais c'est pas grave, ça sera pour les générations suivantes. Et puis, un problème de passager clandestin géographique, parce que, on l'a dit, et c'est parfaitement vrai, ce que disait Mario Nava, voilà. En gros, l'Europe fait de vrais efforts, au fait pas forcément suffisants, mais c'est clairement la zone du monde où on fait le plus d'efforts. Et puis ailleurs, point de suspension, et donc on a un problème de passager clandestin. Je reviens au sujet strictement finance. Qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être que là, je vais te forcer à réfléchir, à réagir, Jean-Jacques. Tu as cité cette étude que j'ai bien lu, analysée, j'ai même été le discutant du papier que tu évoques sur la surperformance des fonds ESG. Très intéressant, franchement très intéressant, et bon, on en a très rapidement parlé ensemble tout à l'heure. Mais dans ce papier, il y a un moment, vous dites, il est écrit en anglais, ESG investing implies to take a tracking error risk. No free lunch. There is no free lunch. Super, très intéressant, très intéressant. Mais en même temps, et c'est là que je te pousse en tant que responsable d'un gros asset manager, Amundi développe un fonds AP4 MSCI Amundi avec des ETF dessus qui dit avoir une tracking error très faible par rapport au MSCI World, 50% d'émissions de CO2 en moins et pas de tracking error ou quasiment pas. Si ça ressemble pas à du free lunch, je ne sais pas ce que c'est. Bon, moi je veux bien rentrer dans le détail technique, mais là, il y a Nathalie qui dit Thierry, t'as plus le temps. Attention, non, mais bon, je prends cet exemple et je finis là-dessus, c'est promis. Parce que non seulement on fabrique un produit qui fait que quand les jeunes de Pour un réveil écologique viennent me voir en disant mais la finance durable, c'est du pipeau, d'accord? J'ai quelques rôles dans ce domaine-là, voilà. Eh ben, c'est pas facile de leur dire non, on essaye de faire bouger les choses. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on fabrique un ETF pour les gens qui ne seraient pas spécialistes, c'est un instrument financier qui permet de rentrer et de sortir très 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 vite des marchés financiers. Donc j'investis maintenant et si je veux sortir demain matin, tout va bien. D'accord.
on est en train, on renforce la tragédie des horizons. Pourquoi? Parce qu'il y a la logique de, puisque j'ai un problème de passagers clandestins, la liquidité des marchés financiers et un ETF, c'est quelque chose qui permet d'être très liquide, d'accord? Ça permet, je reste sur ma comparaison, enfin cette image et cette théorie économique du passager clandestin, ça permet de se tirer du train avant que le contrôleur arrive. Ah, il y a le contrôleur qui arrive au bout du wagon, super, c'est liquide, je me barre et c'est pas moi qui aurai la paume. Excusez-moi, je parle comme un trader dans les salles de marché, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc à partir du moment où on n'est pas dans un capital patient, dans un capital qualitatif, on entretient la tragédie des horizons. Et je le redis, et pas pour être poli, que je ne suis pas plus malin que les autres, parce que le système est bâti comme ça. Donc si j'ai un très gros business à gérer, c'est pas simple de gérer un très gros business, parce que le monde, il est ce qu'il est. Mais en même temps, tant qu'on n'aura pas construit un système financier où le gérant, l'investisseur, il fait une analyse qualitative de ses projets, il regarde si l'impact réel de l'entreprise d'un point de vue E, S et G, on n'arrivera pas à vraiment avoir un impact par la finance. Juste pour compléter, et c'est une idée pour réfléchir, sujet du financement des hydrocarbures. Si on était dans un monde qui n'est pas le nôtre, où les investisseurs, quand ils mettent de l'argent dans une société d'hydrocarbures, étaient, je vais encore une fois prendre du jargon de marché, collés pour 40 ans, je vous garantis qu'il n'y a pas un investisseur qui mettrait de l'argent. Pourquoi est-ce que les investissements continuent sur ces sociétés-là? Parce qu'on a fabriqué tous collectivement, hein, c'est pas une personne qui est responsable du truc. On a fabriqué un système où fondamentalement, on est obligé d'acheter un petit peu de tout, et puis en plus on peut sortir, et tout le monde se dit, bon ok, il y a un jour où ça le Minsky moment, ok, il y a un moment ça va s'effondrer, oui mais avec un peu de chance ça va pas être tout de suite, et puis quand je vais le voir venir je pourrais partir. Voilà. Donc on a un système qui est complètement pervers à ce niveau-là. Ayons-en conscience. Je n'apporte pas de solution en disant ça, mais pour trouver une solution, il faut déjà avoir osé dire les choses. D'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour taquiner Catherine et Jean-Jacques, j'ai quand même entendu Jean-Jacques dire que financer le monde tel qu'il est, c'est quelque chose qu'il n'achète pas parce qu'il trouve que c'est vraiment trop court. J'ai cru entendre Catherine dire le contraire, que le métier du banquier, c'était de financer le monde tel qu'il était. Bon, mais peut-être que j'ai tort, peut-être ai-je tort, et je ne veux pas avoir le dernier mot. Mais voilà. Mais et c'est pas simple. On peut avoir des banquiers cornéliens qui financent le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Oui. Et au Climate Finance Day, il y a 15 jours, il y a eu plein de gens qui ont dit mais mon devoir fiduciaire et je finance le monde tel qu'il est. Bon, débat. Mais c'est important de mettre le débat. Bon, les superviseurs, je vais aller très très vite, je vous promets. Distinguons le superviseur marché financier et le superviseur bancaire. C'est pas le même boulot. Asset manager ou banquier, c'est pas le même job. Superviseur marché financier. Je suis un tout petit peu schizophrène en la matière parce que vous avez rappelé le rôle que j'ai au sein de l'autorité des marchés financiers. Son premier job aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas, je vais citer, une phrase qui a été utilisée par le président de l'AMF, Robert Ophel, qu'il n'y a pas de dévoiement du concept de finance durable. Dit dans un langage ONG que ce n'est pas du greenwashing. Voilà, c'est le même sujet. Après ça, allons un tout petit peu plus loin. Il y a deux conceptions du greenwashing. Est-ce que le discours commercial est cohérent avec les actes, ou est-ce qu'il y a une différence? Ou est-ce que, deuxième conception, est-ce qu'il y a des actes, mais objectivement, ces actes ne changent rien à la question de fond. Et vous voyez que ce n'est pas le même niveau. Autrement dit, il y a la forme ou la substance. Aujourd'hui, les superviseurs financiers, notamment dans ce pays, et je ne trahis aucun secret parce que tous les gens qui suivent ça de près le savent très bien, sont en train de s'occuper très très sérieusement du premier niveau, le côté forme. Est-ce que le discours commercial correspond à la réalité de la pratique? C'est complexe, je peux vous le dire, je suis bien placé pour le savoir. Ça avance et ça va aller très vite. En 2020, les choses auront considérablement évolué à ce niveau-là. Très bien, super, ne boudons pas notre plaisir. Après ça, il y a le sujet de et est-ce que le superviseur doit s'occuper de la substance? Au fait, est-ce que tout cela change la donne de fond? Et là, c'est la mission qui... Bon, j'étais invité comme Finance Watch et c'est pour ça que j'ai dit tout ce que j'ai dit, mais la mission qui a été donnée aux deux commissions climat et finances durables de la CPR et de l'AMF, ici à la Banque de France,
j'ai l'honneur de participer aux travaux de la commission de la CPR également, c'était de réaliser le suivi et l'évaluation des engagements des acteurs de la finance durable. Chaque mot compte. Qu'est-ce que ça veut dire évaluation des engagements? Vous reliez ça à ce que je viens de dire à l'instant, les deux conceptions du greenwashing, la forme ou la substance. Est-ce qu'on évalue les engagements sur la forme? Est-ce que le discours commercial correspond à la pratique? Ou est-ce qu'on évalue les engagements sur est-ce que la pratique change la donne? Il y a des débats qui ne sont pas simples. J'ai entendu Bruno Le Maire mettre la barre très très haut il y a 15 jours au Climate Finance Day en disant clairement je veux que tous les Français sachent que quand ils investissent 1 euro vert, cet euro vert va avoir un impact sur une finance vraiment durable. Donc le ministre a mis la barre haut. Après ça, la pratique, on sait que le monde est complexe. Pour les superviseurs bancaires, Banque centrale fondamentalement, ou SSM et autres, le grand sujet actuellement, c'est évidemment le lien avec le risque financier, risque climat, risque financier. Je vais parler pour ma boutique. Finance Watch va beaucoup travailler, parler et publier sur le sujet l'année prochaine. C'est évidemment un sujet essentiel. De façon très importante, aujourd'hui, il y a un débat qui vient sur j'encourage ou je pénalise. Le débat est complexe. Sur le côté j'encourage, autrement dit, le débat sur le Green Supporting Factor, moi j'ai un vrai problème là-dessus, je le dis tout haut pour deux raisons. Une raison court terme, une raison moyen terme. La raison court terme, c'est que je n'ai pas constaté qu'un investissement, on va dire vert pour faire simple, sain, par sain ça veut dire qu'il y a un impact et qui est économiquement sain, autrement dit qui va gagner de l'argent, ne trouve pas de financement. J'ai vraiment pas constaté qu'il y a un manque de financement pour des actifs durables sains, voilà, durables sains. Donc on m'a dit, si on met un Green Supporting Factor, il y aura plus d'argent qui arrivera là-dessus. Ça va changer quelque chose à court terme? Non, il y a déjà ce qu'il faut. En termes de l'argent, il se crée. Hein, enfin, je ne vais pas vous faire, surtout ici. Bon, bref. Donc je m'arrête. Donc il n'y a pas de problème de manque de financement. À moyen terme, si on fait un Green Supporting Factor, on va créer une bulle. Et il y a une grande règle dans les marchés financiers, c'est que les bulles, elles finissent toujours par exploser. Alors après, est-ce que ce sera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Et le jour où la bulle explose, on a tous perdu, tous. Je veux dire, ceux qui ont perdu de l'argent, ceux qui poussaient, militaient dans une certaine direction, parce que tout le monde va se dire, ah bah, je vous avais bien dit que ces investissements verts, c'était rien du tout. Donc, c'est pas la bonne solution. Et je regrette qu'une certaine communauté confonde développer la finance verte et alléger un certain nombre de contraintes de capital qui sont de nature prudentielle.